Au Sénat, la commission d'enquête sur les marges de la grande distribution auditionne les représentants de la centrale européenne d'achat Eureka Trading, un acteur clé dans les négociations entre industriels et distributeurs. Pour suivre les auditions et les travaux du Sénat, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne Hémicycle. Messieurs, je vous propose que nous débutions notre réunion de la commission d'enquête. Nous recevons donc aujourd'hui 2 représentants d'Eureka, qui est la centrale d'achat de Carrefour et de coopératives basée en Espagne. Donc merci beaucoup de votre présence, Madame Pauline Glasio, directrice générale d'Eureka et administratrice d'Eureka Trading, et Monsieur Jean-Paul Onillon, administrateur d'Eureka Trading et directeur des achats PGC, produits grande consommation, du groupe Carrefour. Donc merci vraiment beaucoup, Madame et Monsieur, de votre présence. Je vais vous rappeler la règle des commissions d'enquête qui est importante et qui consiste donc à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, avant d'être entendu. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peines qui sont prévues aux articles 434-13-14 et -15 du Code pénal, et notamment de 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, c'est dit. Donc je vais vous inviter à ouvrir vos micros. Donc il faut que le petit voyant rouge s'ouvre, à lever la main droite et à dire « je le jure » l'un après l'autre. Je le jure. Merci madame. Je le jure. Merci monsieur. Donc encore une fois, merci de votre présence et de votre disponibilité pour venir répondre aux questions de notre commission d'enquête sur les marges des industriels et des distributeurs. Nous tenions à vous rencontrer puisque effectivement les centrales d'achat sont au cœur de nos questionnements, et le rôle des centrales d'achat en général, qu'elles soient européennes ou nationales. Mais aujourd'hui, donc, nous allons nous pencher sur la situation des centrales d'achat européennes, puisqu'aujourd'hui elles influencent largement la détermination d'un certain nombre de produits de grande consommation qui sont donc négociés dans ces centrales. Certes, les entreprises concernées semblent être généralement de taille importante, et vous nous l'avez tous souligné, même si le profil que l'on présente parfois d'immenses multinationales américaines peut relever de la caricature, puisqu'il peut y avoir des entreprises françaises avec des chiffres d'affaires beaucoup moins importants et donc des rapports de force qui sont à regarder de plus près, en tout cas pas aussi évident. Et donc il est important que nous connaissions véritablement le périmètre de ce qui est négocié dans votre centrale, et je dirais la manière dont c'est négocié. Il est à craindre par ailleurs que certaines centrales utilisent des pratiques de négociation qu'on pourrait qualifier de contestables, aussi bien d'ailleurs au niveau européen qu'au niveau national. C'est en tout cas les critiques qui peuvent être formulées et que nous allons, avec vous, essayer de décortiquer et tirer le faux du vrai. Eureka a tout de même été sanctionné pour ne pas avoir respecté la loi. Vous nous direz comment vous procédez aujourd'hui pour éviter ces débordements. Je rappelle la sanction d'un peu plus de 10 millions d'euros notifiée en novembre 2024 pour dépassement de la date butoir dans les négociations commerciales. Je pense que nous aurons des échanges sur ces différents sujets, mais effectivement, vous connaissez le grief majeur, qui est celui que un certain nombre de centrales d'achat européennes peuvent, dans une large mesure, en fait, contourner le cadre législatif et réglementaire français. Donc, à vous de nous expliquer comment, au final, en tout cas, les produits qui passent par chez vous, mais qui derrière sont commercialisés en France, respectent bien le droit français. Parce qu'effectivement, des produits commercialisés à l'étranger et qui resteraient à l'étranger ne mobilisent pas le législateur français. Ce qui nous intéresse, c'est les produits qui passent par chez vous, mais qui sont après dans les rayons des magasins français. Et ceux-là, ils doivent bel et bien respecter le droit français. Et donc, notamment également l'articulation entre les centrales d'achat et les centrales de services, que nous comprenions bien, en fait, les périmètres et les rapports, finalement, les liens éventuels qui existent entre les uns et les autres. Voilà, madame, monsieur. Donc, ce que je vous propose, c'est vous donner dès le départ un temps de parole. Je ne sais pas si vous interviendrez tous les deux. D'abord. D'accord. Donc, 7-8 minutes chacun, pas plus, pour que nous ayons un temps d'échange ensuite. Je vais intervenir pour introduire le propos, et d'abord, puis ensuite on pourra vous répondre tous les deux. Et puis après, il y a les questions de madame la rapporteure et monsieur Nyon, vous interviendrez le cas échéant. D'accord, très bien. Donc du coup, vous avez
plus de 10 minutes, madame, si vous le souhaitez. Et puis donc ensuite, madame la rapporteure. Et après, on se laisse un temps pour les questions de mes collègues, les questions complémentaires de mes collègues. Donc vous avez la parole, madame Glasio. Merci. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre invitation à venir nous exprimer face à votre commission sur les relations commerciales et la construction des marges en France. Nous suivons avec une grande attention les récents travaux et les auditions que vous avez menées sur les marges des industriels et de la grande distribution. Vous avez notamment déjà reçu plusieurs représentants de nos mandants dans le cadre de Concordis, qui sont Coopérative U et Carrefour. Mes mandants, lors de leur passage, vous ont présenté les différents niveaux de répartition de fournisseurs, les fournisseurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Avec Jean-Paul Onillon, administrateur d'Eureka, et nos équipes, c'est uniquement avec ce dernier niveau de fournisseurs, des multinationales de produits de grande consommation, que nous échangeons et négocions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais partager ma vision simple et directe de la relation entre l'industrie et le commerce. Les destins des industriels et des distributeurs sont intimement liés. Les premiers ont besoin des seconds pour mettre à disposition leurs produits aux consommateurs. Les seconds ont besoin des premiers pour remplir leurs rayons et faire venir les clients dans leurs magasins. On peut regretter que ces évidences ne permettent pas toujours de se retrouver autour des deux objectifs qui devraient nous animer, être au service des consommateurs et assurer la pérennité de nos organisations respectives. Les fondateurs de Concordis n'ont pas choisi son nom par hasard pour tenter d'exprimer l'objectif, qui est aussi ma conviction personnelle que j'exprime à l'instant, que distributeurs et industriels ont un destin lié de concorde. Et ce n'est probablement pas non plus par hasard qu'ils sont allés chercher un profil comme le mien, avec un très long passé chez les industriels, pour lancer cette nouvelle aventure. Nous cherchons à mettre en place des stratégies de développement au service de la croissance commune des acteurs, non seulement de nos partenaires, mais également de nos fournisseurs, à travers des stratégies catégorielles et des plans de croissance. Aujourd'hui, l'environnement concurrentiel dans lequel opèrent les acteurs de la grande distribution a radicalement changé. Nous faisons face à des industriels de plus en plus concentrés et de plus en plus puissants à l'échelle européenne. Il me semble que c'est ce constat qui a mené les plus grands acteurs européens de la distribution à s'allier pour leurs achats depuis plus d'une vingtaine d'années. L'Alliance Concordis est née récemment. Elle a mené ses premières négociations cette année. Son but est évidemment de garantir la compétitivité de ses partenaires, mais ce n'est pas son unique objectif. C'est dans ce cadre et pour servir l'Alliance Concordis qu'Eureka a fait évoluer ses missions. D'abord au service des pays européens de Carrefour, Eureka est désormais le prestataire mandaté par tous les partenaires de Concordis pour négocier l'évolution de leurs conditions d'achat 3 net. Qui nous mandate ? Nous agissons pour 3 acteurs majeurs de la grande distribution en Europe, présents dans 6 pays au total. RTG, une coopérative allemande qui représente 8 distributeurs partenaires, dont 7 bénéficient de nos négociations. Elle occupe la 3e place du marché avec 10% de part de marché en Allemagne. La coopérative U, 4e distributeur français, avec 12,7% de part de marché en France, acteur profondément ancré dans le territoire français. Et enfin, le groupe Carrefour, pour lequel nous négocions dans 5 de ces pays intégrés, la France, l'Espagne, la Belgique, la Pologne et la Roumanie. Pour mener à bien cette mission, nous nous appuyons sur une équipe internationale de 20 personnes de 7 nationalités différentes, dont 15 négociateurs qui justifient en moyenne de 8 années d'expérience. Ces équipes s'appuient quotidiennement sur nos partenaires dans chacun des 6 pays afin de refléter parfaitement les réalités économiques et concurrentielles locales face aux industriels. Notre gouvernance est stricte, un comité de pilotage et un comité opérationnel, chacun composé de 2 membres de chaque partenaire fondateur, de Jean-Paul Onillon et de moi-même. Nous opérons dans le cadre d'un code de conduite strict, traduit par une charte de conduite, et du respect absolu de la charte de confidentialité de Concordis, et ce, sous le contrôle des autorités de concurrence compétentes. Notre raison d'être est synthétisée dans notre mission. Ensemble, façonnons un avenir du commerce de détail plus juste, plus agile et plus durable.
Lors des précédentes auditions de votre commission, vous avez plusieurs fois soulevé des sujets sensibles. Autant les évoquer dès maintenant devant vous en toute transparence. Le siège d'Eureka Trading est situé à Madrid. Pourquoi une telle localisation ? Comme je l'indiquais, avec la création de Concordis, Eureka a étendu ses missions à l'ensemble des partenaires de notre alliance par rapport à celles qu'il avait déjà en Espagne pour l'ensemble des pays de Carrefour en Europe. Les équipes ont donc été maintenues en place et elles étaient historiquement en Espagne, car l'Espagne est le deuxième pays le plus important pour le groupe Carrefour en Europe, ce qu'a d'ailleurs souligné Alexandre Bompard la semaine dernière pendant l'annonce du plan stratégique Carrefour 2030. Avec qui négocions-nous ? Nous ne traitons avec aucune PME. Nous ne traitons avec aucune TPE. Nous ne traitons avec aucune ETI. Nous ne traitons avec aucune coopérative. Qu'elles soient françaises ou locales, nous traitons avec 45 fournisseurs internationaux dont la liste a été rendue publique par souci de transparence. Dans le détail, cela représente 8 fournisseurs de boissons, 5 fournisseurs de surgelés, 15 fournisseurs de produits d'épicerie, 15 fournisseurs de produits de ce qu'on appelle le DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, et 2 fournisseurs de desserts lactés à dimension internationale. Parmi quelques exemples, pour illustrer, Unilever, Procter & Gamble, Pepsi, Nestlé, Mondelez, Mars et tant d'autres. Ce sont des grands industriels du marché mondial, ceux qui fabriquent à l'échelle européenne et s'approvisionnent sur les marchés mondiaux de matières premières. Et parmi les 45 fournisseurs, il n'y en a que 3 que j'identifie comme utilisant en partie une matière première agricole française. Danone Ultra Frais, la société mixte Lactalis, entre Lactalis et Nestlé, nommée Lactalis Nestlé Ultra Frais, et une troisième entreprise canadienne, avec un sourcing de pommes de terre locales en France. La quasi-totalité des fournisseurs avec lesquels j'ai reçu mandat de négocier sont totalement éloignés du monde des PME ou du secteur agricole français, qui fait l'objet, à juste titre, de toutes vos préoccupations. Nous vous rappelons que nous traitons seulement avec 45 multinationales sur les presque 10 000 fournisseurs référencés par nos partenaires. Alors, quel est notre poids réel chez ces industriels ? Ces 45 entreprises sont des multinationales gigantesques. Face à elles, Eureka Trading ne pèse en moyenne que 1,2% de leur chiffre d'affaires mondial. Que négocions-nous chez Eureka Trading ? Nous n'avons pas de vision au-delà de la négociation du 3 net, ni d'interaction au-delà de ce niveau. Et enfin, pour répondre à toutes vos questions, respectons-nous le droit français ? Nous sommes une société de droit espagnol, basée en Espagne. Donc, nous sommes régis par le droit espagnol. C'est indubitable. Néanmoins, j'ai reçu instruction de mes mandants que pour les volumes de produits à destination de la France, je respecte les grands principes d'Egalim, à savoir le respect de la date butoir, de la valorisation de la matière première agricole et la clause de révision automatique. Vous l'avez compris, la finalité de l'ensemble de cette structure et de nos négociations est donc simple. Répercuter les gains obtenus face à ces géants multinationaux directement sur les prix des produits en magasin pour améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final dans chaque pays européen. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre attention. Nous sommes Jean-Paul Onillon et moi-même à votre écoute pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci Madame. Donc la parole à Madame la Rapporteure pour les premières questions. Bien, merci Madame Glasio. Alors, ma première question est la suivante. Pourquoi êtes-vous implanté en Espagne ? Qu'est-ce qui justifie cette implantation ? J'entends bien, comme de nombreuses centrales européennes, que la France n'est pas votre choix d'implantation. Mais là, on ne peut pas dire que l'Espagne soit particulièrement centrale. C'est ce que nous disent habituellement vos confrères qui sont installés en Suisse ou ailleurs. Donc, pourquoi l'Espagne ? Je vais répondre à la question. Donc, c'est une structure qui a été créée en 2023, uniquement pour le périmètre Carrefour. Donc, l'Espagne est un pays très important, comme l'a rappelé Alexandre Bompard, sur le plan 2030. Donc, ça a été créé en 2023 avec l'ensemble des pays Carrefour, la France, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, tout à fait. l'Italie à l'époque et la Belgique. Et donc, pourquoi l'Espagne ?
Parce que l'Espagne avait déjà un savoir-faire, notamment sur la partie supply, sur la partie textile, où on avait centralisé le textile sur la partie Espagne. C'est un choix qui a été fait par l'entreprise, tout simplement à ce moment-là. Enfin, il n'y avait pas de choix précis pour l'Espagne. Ça aurait pu être la France. Ça aurait pu être la France. Mais ça n'est jamais la France, en fait. À chaque fois, ça aurait pu être la France, mais ça n'est pas la France, ici non plus. Pour Carrefour non plus, donc ça n'est pas la France. OK. Alors, j'aimerais savoir quel est le volume d'affaires que vous avez négocié là cette année. Alors, le volume d'affaires, vous parlez du chiffre d'affaires achat traité. C'est ça. Pour l'ensemble des partenaires de Concordis, c'est un peu plus de 11 milliards d'euros. D'accord. Et donc avec, vous m'avez dit 45 fournisseurs, c'est ça? Avec 45 fournisseurs à travers 6 pays et 3 partenaires en Europe. Très bien. Alors, dans le profil des fournisseurs, est-ce que vous connaissez, alors vous nous avez dit, il n'y a pas aucune PME, aucune ETI, aucune coopérative, donc tout ça est bien noté. Vous nous les avez détaillés. Quel est le chiffre d'affaires moyen de vos fournisseurs? Vous l'avez? Le chiffre d'affaires moyen, je ne l'ai pas précisément. En revanche, effectivement, ça va... Oui, l'amplitude, oui, ça vous l'avez peut-être. L'écart. Voilà, du plus bas au plus haut. Alors, je vais vous rappeler qu'au total et en moyenne, Eureka Trading représente 1,2% du chiffre d'affaires de ces entreprises. C'est ce que je vous ai indiqué Mondial. tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc, pour tenter de répondre à votre question rapidement, ça va de plusieurs milliards, enfin, ça se compte forcément tout en milliards et rapidement de tête à vérifier. Je vous dirais que c'est entre 3 et plusieurs dizaines de milliards d'euros. D'accord. Vous pouvez nous le confirmer, ça, quand même, que ça débute à 3 milliards. En fait, c'est le plancher qui nous invite. Je vais le vérifier, mais nous pouvons vous communiquer les informations après, évidemment, si vous le souhaitez. Alors, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans Eureka et que vous nous disiez, donc vous me disiez que vous aviez 20 personnes qui travaillent pour vous, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Comment vous êtes organisé? Vous pouvez m'expliquer ça? Tout à fait. Ce sont des équipes internationales. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est principalement des négociateurs qui sont organisés par catégorie. Donc, les grandes catégories que je vous ai citées tout à l'heure, le liquide, la partie droguerie, parfumerie, hygiène, l'épicerie, la partie, je vous ai parlé du liquide, et la partie des produits surgelés. Donc vous avez à peu près, puisque vous avez 20 personnes, 45 fournisseurs, vous avez un acheteur pour 2 fournisseurs. Plutôt un acheteur pour 3 ou 4. On a 15 négociateurs, il y a 45 D'accord. fournisseurs. Ok, 1 pour 3. Voilà. Donc en fait, chacun de vos acheteurs, il a 3 relations à signer. On a plusieurs pays européens et plusieurs partenaires. Donc, on a plusieurs accords à trouver avec chaque industriel. Évidemment. D'accord, mais ce n'est pas non plus une charge de travail incroyable. Alors, sans peut-être rentrer dans beaucoup de détails, est-ce une charge de travail? Un fournisseur peut avoir beaucoup d'accords différents. Prenons un exemple, si je peux me le permettre, comme un fournisseur comme Nestlé. Il agit sur plusieurs catégories. Donc, Nestlé, ce n'est pas un seul accord, c'est plusieurs accords. D'accord. Mais enfin, toujours est-il que chacun a 3 gros fournisseurs dont il s'occupe. En moyenne. En moyenne. D'accord. Et donc, c'est quoi le coût annuel d'Eureka? Parce que du coup, vous avez un coût de fonctionnement, c'est bien ça, puisque vous allez générer des coûts. Donc, quel est votre coût annuel? Ça, on vous passera l'ensemble des éléments. Donc, c'est à la fois de la masse salariale et du loyer, tout simplement. Bien sûr. C'est pas et quelles sont vos ressources, à défaut d'avoir le détail du coût, mais ça vous me l'enverrez, quelles sont vos ressources? Comment vous financez? Il n'y a pas de ressources particulières sur Eureka. C'est un budget qui est validé dans l'organe de gouvernance qui est Concordis, et c'est réparti au prorata du chiffre d'affaires de l'ensemble des partenaires avec un petit cost-share. Mais Eureka n'a aucune vocation à faire du résultat. Donc, est-ce qu'elle fait du résultat? Est-ce que Eureka fait du résultat? Qu'elle n'ait pas de vocation, ok, mais est-ce qu'elle en fait? Un résultat, ça doit être de 50 ou 100 000 euros à peu près.
D'accord. Mais on n'a absolument aucune vocation à Ça faire du n'est pas résultat. son objectif. Ce n'est pas son objectif. Donc son objectif, c'est effectivement d'être un centre de coûts qui va aller négocier. Exactement, C'est ça. c'est une centrale de négociation. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, et ça sous serment, qu'aucune somme perçue par Eureka ne reste en Espagne? Aucune somme perçue par Eureka ne reste en Espagne. Donc tout est renvoyé aux différents distributeurs. Au prorata du chiffre d'affaires des différents pays, pour Carrefour d'un côté, et des différents mandants, que ce soit U, qui d'ailleurs écrit ses contrats en France, et RTG, qui écrit ses contrats en Allemagne, sous droit allemand d'un côté, et sous droit français de l'autre. Très bien. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer maintenant sur la manière dont vos actionnaires participent à la détermination de la stratégie de négociation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Donc, je crois que vous recevez, en suivant Concordis, Tout à fait. les membres de Concordis, Hervé Daudin, en l'occurrence. Donc, il y a un organe de gouvernance qui est Concordis, qui donne les grandes directions à la fois pour Eureka d'un côté, CWT de l'autre, et ensuite à l'intérieur d'Eureka, puisqu'on est là pour Eureka, on détermine des objectifs par catégorie, qui peuvent être des objectifs qui sont en règle générale des objectifs de croissance de chiffre d'affaires avec les industriels, des plans d'affaires, les industriels avec lesquels on va plus pousser que d'autres. Mais ça, après, chaque mandant a sa politique commerciale qui est complètement indépendante. Et ça, c'est un STIRCO qui valide l'ensemble de ces objectifs et de ces grandes directions. Et ensuite, on a un OPCO, qui est un organe très opérationnel, qui est quasi au quotidien pendant les négociations, où là, on fait un point quotidien ou plusieurs fois par semaine sur le suivi des négociations. D'accord. Et qu'est-ce que vous observez par rapport à vos différents actionnaires? Est-ce que vous observez une convergence quand même des conditions d'achat? Alors, les conditions 3 net européennes, ça peut être un objectif, mais en soi, c'est pas l'alpha et l'oméga d'Eureka. C'est même à la création d'Eureka, ça aurait pu être un objectif, mais c'est un objectif qu'on poursuit, mais c'est pas l'alpha et l'oméga d'Eureka. Chaque pays a ses conditions, chaque pays a ses particularités, et on prend en compte ces particularités. Très bien. Alors, vous avez été accusé récemment par une entreprise française d'employer des méthodes de négociation problématiques. Ah, ça semble vous étonner. Zut. Oui, ça m'étonne, effectivement. D'accord. Donc, alors, avez-vous des méthodes de négociation problématiques et, par exemple, faites-vous planer des menaces de déréférencement pour obtenir des baisses de prix? Peut-être ça vous éclaire. Les menaces de déréférencement, je vois tout à fait ce dont vous souhaitez parler. Ce ne sont pas des méthodes que nous employons chez Eureka Trading. Nous avons effectivement des objectifs de plan d'affaires, puisque nous négocions des plans d'affaires avec les industriels. Et en fonction du déroulé des négociations, comme vient de vous l'expliquer Jean-Paul Onillon, on peut réaffecter des plans d'affaires d'une entreprise à l'autre selon l'évolution des négociations. Donc, si c'est à cela que vous faites référence, alors je peux comprendre qu'un industriel vous en ait parlé. Ce sont plutôt des réallocations d'assortiments et de plans d'affaires en fonction des négociations. Ce sont des stratégies catégorielles, comme on vient de vous l'expliquer. Et en fonction de la façon dont les négociations se passent, on peut avancer plus rapidement avec un industriel qu'avec un autre. D'accord, donc c'est bien ça, vous faites du déréférencement. Enfin, ce que vous nous dites là, compléter... c'est si la négociation est difficile, on les fait déréférencer et on travaille plutôt avec le concurrent. Et c'est un peu ce que vous disiez. Alors, pour compléter ce que oui. dit Pauline, le déréférencement, c'est pas une pratique sur Eureka. Vous voyez ni dans les magasins Carrefour en France, ni dans les magasins U en France, des affichettes qui disent voilà, tel produit est sorti des rayons parce qu'on a un désaccord avec l'industriel. Je vous mets au défi d'en trouver.
Après, on est dans un métier de libre commerçant et on n'est pas obligé de trouver des accords avec tout le monde. Ah oui. C'est ce que Alexandre Bompard, je crois, vous a exprimé à cette tribune. Donc, mais là, je peux vous dire, si je vous dresse le bilan 2026 des négociations, on a trouvé sur les 45 fournisseurs, on a trouvé des accords qui sont des accords de développement d'affaires signés avec un business plan européen qu'on tient à votre disposition, avec 42 d'entre eux, et 3 fournisseurs avec lesquels on a constaté conjointement un échec de négociation. D'accord. Très bien. Donc, je repose quand même ma question. On reviendra après peut-être au résultat parce que c'est intéressant ce que vous nous dites là. Donc, je repose quand même ma question parce que le déréférencement, vous avez raison, vous n'êtes pas obligé de trouver un accord. C'est la liberté du commerce. Si vous ne trouvez pas un accord avec un fournisseur, rien ne vous oblige à référencer ce fournisseur. On est tous d'accord avec ça et on n'a pas de problème. C'est votre liberté de faire du commerce et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, là où il y a un problème, c'est d'utiliser votre force de frappe pendant les négociations. Parce que là, effectivement, c'est problématique, parce que vous pouvez mettre, alors non pas en danger, mais en tout cas en difficulté un fournisseur sur une grande partie de sa gamme. Et donc là, on peut dire que c'est une utilisation abusive de la force qui vous est donnée de pouvoir référencer des produits. Je vous le répète, Madame la rapporteure, ce n'est pas une pratique d'Eureka. D'accord. Donc vous ne déréférencez pas. C'est ce que vous nous dites. Ce n'est pas une pratique d'Eureka. Et modulo les 3 fournisseurs, si on prend la campagne 2026, avec lesquels on n'a pas d'accord. Oui, mais si vous n'avez pas d'accord, il n'y a pas de problème. Vous ne les mettez pas en rayon au 1er mars. Ben voilà. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que pendant les négociations, vous les enlevez des cahiers de référence, des livres de référence de chaque distributeur, parce que les négociations n'avancent pas? Ma question est claire, c'est pendant la négociation. C'est pas qu'après, si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr que personne va vous obliger à vendre telle ou telle lessive en magasin. Là, il n'y a aucun problème avec ça, si vous ne tombez pas d'accord. Moi, c'est l'utilisation de votre force et de votre puissance, enfin de celle de vos actionnaires, pendant la négociation. C'est ça qui m'intéresse. J'ai bien compris votre question. D'accord. Je vous réédite ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas une pratique d'Eureka Trading. D'accord, mais ça peut arriver. Ce n'est pas une pratique courante, mais ça peut arriver. Ce n'est pas une pratique d'Eureka Trading. D'accord, et donc ça n'arrive pas. Ce n'est pas une pratique d'Eureka Trading, Madame la rapporteure. D'accord. Y a-t-il eu des référencements, oui ou non? Sur les 3 fournisseurs avec lesquels on n'a pas trouvé d'accord, oui. Oui, d'accord. Donc c'est quand même un peu une pratique. Vous avez 45 fournisseurs, il y en a 3 avec lesquels vous avez fait du déréférencement pendant les négociations. C'est comme, je peux résumer ça comme ça. Je n'appelle pas ça une pratique, c'est un désaccord que nous avons eu au 1er mars ou avant le 1er mars avec ces 3 fournisseurs. Au 1er mars ou avant? En fait, c'est très précis. Ma question est précise. Je dis avant le 1er mars, c'était le 27 ou non, mais 28 voilà, avec ça ne lequel porte on n'a pas, pas d'accord. On se laisse jusqu'au 1er mars pour trouver un accord. On n'a pas trouvé d'accord. On a constaté un échec de négociation avec ces 3 industriels. Dans ce cas-là, ils sont déréférencés et ça, c'est normal. Moi, ma question, c'était en amont. Est-ce qu'en janvier, pendant les négociations, est-ce fin décembre, janvier, février, c'est pas au 1er mars ni au 28 février. Ma question, elle est en amont. Oui, j'ai bien compris. Ce n'est pas une pratique de Eureka Trading. Bien. Écoutez, je vais me contenter de cette réponse. Ce n'est pas une pratique. Ça a été fait pour 3 distributeurs, pour 3 marques, si j'ai bien compris, ou en tout cas pour 3 fournisseurs. Bien. Alors, je veux bien qu'on revienne maintenant à ces négociations qui ont eu lieu. Donc elles ont eu lieu, elles ont été fructueuses, a priori, puisque vous me disiez que sur les 45, 42 d'entre elles ont été signées avant la date butoir, c'est ça, hein? Donc il y en a 3 avec qui vous n'avez pas eu de signature. On est d'accord avec ça, et donc que vous ne mettrez pas en rayon et avec qui vous n'aurez pas, en tout cas pour l'instant, de contrat. Tout à fait. Nous avons trouvé des accords avec 42 fournisseurs et avec 3 d'entre eux, malheureusement, nous avons fait ensemble le constat d'un échec de négociation. D'accord. Et donc, ils sont déréférencés, les 3 d'entre eux. Ils ne seront pas au 1er mars dans les magasins. Cela dépend du droit applicable, puisque les contrats existaient avec nos mandants, donc avec Coopérative U, avec Carrefour.
Et donc, ça va dépendre de ce qui était prévu dans les contrats actuels. Tout à fait. Et ça peut dépendre du contrat. C'est-à-dire, alors, expliquez-nous dans les préavis. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains sont obligés de continuer à vous fournir pendant 1 mois ou 2 mois? 6 mois, ça arrive de l'année dernière. Ou combien? 6 mois, 12 mois? C'est quoi la durée du préavis? Voilà, j'ai pas en tête le détail sur ces trois industriels. On pourra vous le passer en l'occurrence, mais on respectera le délai légal qui est prévu à cet effet, bien sûr. D'accord, mais vous pouvez pas me dire s'il est de 1 mois ou de 6 mois. Je crois que pour un des 3, c'est 3 mois, et pour 2, je crois que c'est arrêt immédiat, puisqu'on a constaté un échec. D'accord. Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'eux ne seront pas distribués. Juste pour qu'on comprenne la manière dont c'est fait. Exactement. Si vous n'avez pas un accord au 1er mars, vous faites courir le délai de préavis, et puis après, ils sont déréférencés des rayons de Carrefour. C'est ça? Enfin, de Carrefour, ou autre. Oui, ou autre, bien sûr. D'accord. Alors maintenant, sur ces pratiques, on entend beaucoup dire que vous avez des pratiques qui sont très tendues de négociation. Qu'est-ce que vous avez à répondre de ça? Alors, je vais faire référence à mon passé chez l'industriel, puisque j'y ai passé 25 ans. Et maintenant, dans la distribution, je vais vous dire mon sentiment, c'est que ça participe beaucoup de la légende. D'accord. Je n'ai pas eu à le constater quand j'étais du côté industriel, et je ne crois pas que ni mes équipes à Madrid aient eu de tels comportements. D'accord. Effectivement, ça peut parfois être tendu. Très bien. Et sans doute que les échéances, les timings mettent de la tension dans tous les échanges. Mais on a fait en sorte, en tout cas dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, de respecter nos timings, les rendez-vous, la façon dont ça se passait, nos interlocuteurs. C'est-à-dire, vous avez pris le temps de négocier bien en amont du dernier jour, dernière heure de Nous avons pris le temps de négocier jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. D'accord. Au dernier jour, vous aviez combien de contrats qui étaient signés? Nous avons trouvé des accords avec les 42 fournisseurs dont on vous parlait à l'instant. Le dernier jour? Non. 8 jours avant, vous étiez à combien? C'est juste pour qu'on mesure un peu. On était à peu près à 60% 8 jours avant. Ouais. Et dans la dernière ligne droite, les 30-40% qui restaient. Et le dernier jour, combien? C'est juste pour mesurer le niveau de pression, parce que quand on arrive au dernier jour... 5 ou 6. Ah oui, quand même 5 ou 6 au dernier jour. 45. Ouais. Mais sur lequel la négociation était bien avancée. Il fallait finaliser des plans d'affaires, des ajustements. Mais à titre personnel et avec un peu d'expérience, je trouve que les négociations sur Eureka Trading se sont passées dans un climat plutôt apaisé. Et si je me compare à 2025, on est nettement plus en avance que les années précédentes. Et dans un climat plutôt apaisé et constructif, de part et d'autre. D'accord. Enfin, il y a quand même... Enfin, c'est quand même beaucoup, ce que vous me dites. Si vous me dites qu'il y a une dizaine de fournisseurs qui ont été, ou 6 ou 7 fournisseurs qui ont été conclus le dernier jour, c'est pas rien en termes de pression. Ça veut dire quand même que le dernier jour, il y a une pression toute particulière qui leur est mise... Il y a sans doute une pression des deux côtés le dernier jour, à la fois distributeur et industriel. C'est bien de vous l'entendre dire, mais ça, c'est des deux côtés, puisque parfois on entend que ce sont les industriels qui vont jusqu'au dernier jour, mais vous nous dites que les distributeurs aussi peuvent avoir tenté. C'est une pression de deux côtés, puisqu'on a intérêt, de part et d'autre, à trouver un accord au 1er mars. C'est pour ça que je dis c'est une pression de deux côtés. Vous avez fait, pour ces derniers contrats, vous aviez fait en amont des propositions de plan d'affaires qui avaient été refusées. C'est bien ça? Ça peut être du plan d'affaires, ça peut être un niveau d'inflation ou de déflation sur lequel on n'est pas encore complètement d'accord. À quel moment sont communiqués vos plans d'affaires? Par exemple, sur les 5 ou 6 là, pour lesquels vous avez... À quel moment vous les... Les plans d'affaires sont communiqués bien en amont. Bien en amont, d'accord. Bien sûr. C'est quoi bien en amont? C'est dès le début des négos? Oui, c'est au mois de décembre, lors des premiers... Et il n'y a pas de modification au dernier moment? Lors des premiers rendez-vous.
Et donc, vous pouvez, malgré tout, avoir des modifications de dernier moment et envoyer au dernier moment des propositions à vos fournisseurs. Comment ça se passe? Les modifications, en règle générale, au dernier moment, sont plutôt au bénéfice de l'industriel qui nous demande, c'est ton contrôle, Pauline, qui nous demande une référence de plus, deux références de plus, une innovation, etc., etc. Donc, au dernier moment, c'est plutôt au bénéfice de l'industriel pour le plan d'affaires. Très bien. Vas-y. C'est uniquement, donc, si je vous entends bien, quand c'est à la demande de l'industriel qu'il y a des modifications au plan d'affaires au dernier moment. Alors, c'est effectivement l'élément qui peut déclencher une signature avec au dernier moment, puisqu'on n'est pas d'accord sur le plan d'affaires, on n'est pas d'accord sur le niveau. Donc c'est un équilibre entre un plan d'affaires, un chiffre d'affaires généré. D'accord, mais c'était juste ma question, c'est juste de savoir que... un niveau d'inflation ou de déflation. Pour un fournisseur avec lequel vous vous êtes globalement accordé, il n'y a pas de modification du plan d'affaires au dernier... Non, il n'y a pas de modification. Confirmez qu'il n'y a pas de cas où il y a une modification de votre part du plan d'affaires quelques jours avant le 1er mars. Non, Madame la Présidente. Vous le confirmez également, Madame Glasiou, puisque vous participez aussi aux négociations? Oui, tout à fait. On a effectivement des plans d'affaires qui sont communiqués. Les modifications, elles sont souvent, comme le disait Jean-Paul Lenillon, avec des inflations, des codes en plus ou des innovations. Ça fait souvent l'objet des discussions de dernière minute. C'est pas tout à fait les informations qui nous reviennent, en fait, de vos négociations. Et donc, je me permets de vous rappeler que vous êtes sous serment. Peut-être que la présidente peut nous rappeler ce que signifie être sous serment. Je ne sais pas si vous le rappelez, puisque vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité. Voilà, c'est-à-dire qu'on a aussi des informations de notre côté, donc... Voilà, et je me permets d'insister. Voilà. Moi, je me permets d'insister pour savoir si d'envoyer des plans d'affaires très dégradés à la dernière minute, ça fait partie de vos habitudes de négociation, mettant ainsi les industriels un peu dans l'obligation d'accepter ce que vous venez de leur envoyer. Est-ce que ça fait partie de vos pratiques habituelles? Puisque ça, on a ce genre de retour. Et moi, j'ai les documents dans ma pochette. Merci, mais en tous les cas, je vous réédite ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas une pratique d'Eureka Trading. Si vous pouvez nous donner des chiffres, Madame, Monsieur, sur, en l'occurrence, les négociations qui viennent de se dérouler, combien, sur vos 45 fournisseurs, combien ont fait l'objet d'un renvoi avec modification du plan d'affaires dans les derniers jours avant la clôture de la date de négociation? S'il n'y en a pas, vous nous le direz, mais voilà. Vous pouvez nous le transmettre par écrit. Bien, donc ça ne fait pas partie de vos habitudes de négociation? Non. D'accord. Donc les documents que j'ai là dans ma pochette et qui traduisent le fait que vous envoyez au dernier moment des plans d'affaires fortement dégradés ne font pas partie de vos habitudes de négociation? Ce n'est pas une habitude de négociation. D'accord, mais ça peut arriver. Et c'est arrivé. C'est pas une habitude de négociation, Madame la rapporteure. J'entends, mais est-ce que c'est arrivé? Ça peut peut-être pu arriver, mais en tous les cas, c'est pas l'alpha et l'oméga d'Eureka Trading qui essaye de respecter la relation industrie-commerce avec du développement de chiffre d'affaires et des différents plans d'affaires. D'accord. Alors, je veux bien qu'on passe maintenant à votre relation avec la centrale de service. Comment se passent les négociations volume et chiffre d'affaires et services? Donc, la centrale de service s'appelle CWT, je crois que vous recevez. Bien sûr, on va les recevoir. Tout à l'heure, il n'y a pas de lien entre Eureka et CWT. D'abord, on est dans un timing complètement différent, puisque le timing d'Eureka, vous le connaissez. On reçoit les tarifs le 1er décembre et on doit finaliser nos accords le 1er mars, alors que sur CWT, on est sur un temps beaucoup plus long de négociation. Et on a même sur CWT des accords pluriannuels. Et donc, il n'y a pas de lien entre Pauline Glasiou, directrice générale d'Eureka Trading,
et le directeur général de CWT. D'accord, donc il n'y a pas de lien, il y a quand même vos fournisseurs qui font le lien. Donc est-ce que vous, lorsque vous négociez votre plan d'affaires, vous le négociez service compris? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsque vous négociez avec un fournisseur, il y a effectivement la négociation des volumes des volumes et des prix, mais il y a aussi une partie des services inclus dedans. Chez Eureka Trading, on négocie le 3 net et on s'en arrête là. Vous arrêtez là? Oui. D'accord. Donc à aucun moment, vous ne demandez à vos fournisseurs d'avoir tel ou tel service pour pouvoir négocier? À aucun moment. À aucun moment. Là, vous êtes formel là-dessus, il n'y a pas de... Vraiment, oui. D'accord. Très bien. Madame la Présidente, vous avez des questions? Alors, moi, j'en aurais, oui, effectivement, merci. De 3, je voudrais revenir tout à l'heure, Madame, vous nous parliez de vos fournisseurs et du chiffre d'affaires de vos fournisseurs. Alors, vous avez dit que le chiffre d'affaires était de 11 milliards, 45 fournisseurs. Donc déjà, si on fait une petite division, ça fait 250 millions par fournisseur. Donc, c'est-à-dire qu'il devrait y en avoir quand même qui font moins du milliard. Vous avez dit que le plancher était à 1 milliard. Non, pardonnez-moi, oui. je vais préciser ma réponse Oui. de tout à l'heure. On traite un peu plus de 11 milliards d'euros de volume d'achat Oui. chez Eureka Trading. Je vous parlais tout à l'heure du chiffre d'affaires mondial de nos fournisseurs, des 45. Oui. Donc en fait, ce sont Donc deux vous me choses. confirmez que vous n'avez pas de fournisseurs avec des chiffres d'affaires inférieurs à 1 milliard? J'ai C'est des regardé. chiffres d'affaires, pardon Pauline, je vais compléter, c'est les chiffres d'affaires des industriels. Les chiffres d'affaires achats, et je pense que c'est l'incompréhension Oui. dans ta réponse, on est plutôt sur un minimum de... j'ai le chiffre sous les yeux et on va vous le passer. On peut avoir du 100 millions d'euros, Oui, d'accord. jusqu'à 500, 600 millions d'euros. Voilà. D'accord, c'est plus conforme. Voilà. Oui, Et pardonnez-moi, donc, du j'ai- coup, le rapport de force que vous évoquiez initialement, il n'est plus du tout dans les mêmes proportions par rapport aux industriels que vous avez en face de vous. Parce que vous nous évoquiez ce milliard au regard du chiffre d'affaires entre votre activité et puis ces multinationales. Donc là, on est face à des gens qui font des chiffres d'affaires de 100 millions. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Des Par chiffres ailleurs- d'affaires achats avec nous. Oui. Par Oui, rapport mais à leur justement. chiffre d'affaires total. Oui, mais là, on s'intéresse au chiffre Oui. d'affaires avec vous, en l'occurrence, Non, parce que... non, j'entends bien. Oui. Vraiment, Oui. tout à Je l'heure. ne m'intéresse pas au pardonne- chiffre d'affaires de Carrefour d'une manière globale. Voilà, C'est pas Carrefour, encore une fois. Plus de 11 milliards, c'est la totalité c'est la totalité de vos... En 3 nets, volume d'achat, la totalité des achats, à la fois pour Carrefour et tous les pays. Donc encore plus. Donc on s'entend Voilà. là-dessus. Moi, je voulais revenir aussi sur... tout à l'heure, vous avez évoqué les fournisseurs qui utilisaient de la matière première agricole. Vous nous avez dit seulement 3 entreprises. Moi, j'ai la liste quand même des entreprises avec lesquelles vous négociez, et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui utilisent la matière première agricole française. Parce qu'ils ont leurs unités basées en France. Leurs unités de production basées en France. Sur les 45 fournisseurs dont la liste a été rendue publique, on a plus de la moitié qui sont des fournisseurs de liquides ou de droguerie, parfumerie, hygiène. L'autre moitié, ce sont des fournisseurs, la petite moitié, ce sont des fournisseurs qui font des produits alimentaires, d'épicerie, surgelés, etc. Matières premières françaises agricoles, je vous en ai cité 3. Les autres incorporent une part de matières premières. Je n'ai pas la lisibilité de l'origine. Donc c'est pour ça que je vous ai donné l'identification. Donc c'est votre de l'entrée. déduction. Mais dans la réalité, en tout cas, il y a un certain nombre quand même de ces groupes dont on sait qu'ils ont de grosses usines de production en France. Donc on est en droit de penser que c'est bien de la matière première française. Donc ce que vous nous dites quand même, c'est que du coup, vous n'appliquez pas la sanctuarisation de la matière première agricole avec un postulat que cette matière première, qu'il n'y a pas de matière première agricole, ou que vous ne savez pas quelle est l'origine de cette matière première agricole. La négociation, elle porte, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les principes d'Egalim, les mandants de Concordis m'ont demandé de le respecter. Donc je respecte les 3 grands principes que sont la date butoir, la clause de révision et la prise en compte de la matière première agricole. Dans la vision que j'en ai, bien évidemment, c'est le socle des négociations. Elle part sur la vision des fournisseurs, donne à nos mandants
envoient leurs conditions générales de vente ainsi que leurs tarifs. Et nos mandants calculent ainsi une hausse moyenne pondérée qui est bien évidemment le socle de la négociation. À l'intérieur, il y a la vision de la matière première agricole. Moi, je n'ai pas la vision exacte de l'origine de la matière première. Je répondais tout à l'heure sur la matière première agricole française, que j'ai déduite, effectivement. Ouais. Sur les autres, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Oui, mais alors pour le coup, comme vous n'êtes pas en capacité, vous n'appliquez pas la non-négociabilité de la matière première agricole. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, madame ? Alors, nos mandants sont dans des systèmes différents. Coopérative U écrit ses contrats en France. Carrefour écrit ses contrats en Espagne. Donc, selon le droit applicable, les choses sont traduites dans les contrats. Ah oui, mais alors là, on revient à la question initiale, c'est-à-dire que si ces produits sont ensuite commercialisés en France, nous, on s'attend à ce qu'ils aient respecté la loi Egalim, en tout cas, que pour ceux qui contiennent de la matière agricole potentiellement française, puisque je le redis, ces industriels ont quand même des usines et des emplois en France. Je respecte, comme on me l'a vraiment expressément demandé, les 3 grands principes que je vous ai énoncés. C'est pas la peine de répéter, madame, j'ai bien compris. Mais je comprends quand même que là, il y a enfin, en tout cas, si vous avez les capacités de nous éclairer vraiment sur la traçabilité de cette matière première agricole, en tout cas de revenir sur votre déclaration qui consisterait à dire qu'il y a seulement 3 fournisseurs pour lesquels, de toute évidence, vous appliquez la non-négociabilité de la matière première agricole, je vous demanderai de nous donner la liste et la liste exhaustive de vos fournisseurs, de manière à ce qu'on approfondisse le sujet, qu'on vérifie s'il n'y a pas quand même de la matière première agricole qui est chez vos autres fournisseurs et du coup quel traitement lui est destiné dans votre centrale. Merci. Alors moi je voudrais reprendre sur la centrale de service et centrale d'achat, enfin le lien entre vous et CWT, puisqu'en fait vous êtes tous deux dans une même structure qui s'appelle Concordis, qu'on va avoir, vous contrôlez mes dires et puis vous me direz si ce que je dis est juste ou si il y a une erreur dans mes propos. Donc tous deux dépendez, vous et CWT, vous dépendez de Concordis, c'est bien ça. De fait, vous faites partie du même groupe. Donc, certains pour négocier les volumes et les prix, d'autres pour négocier des services. Jusque-là, on est d'accord ? Ce que exactement, je dis est exact. C'est l'organe Concordis, c'est l'organe de gouvernance qui donne mandat à Eureka, qu'une société qui est détenue à 100% par Carrefour, et donne mandat à CWT, qui existe depuis 30 ans. Pour les contrats de service. Qui est-ce qui décide en fait de l'arrêt du plan d'affaires, par exemple ? Est-ce que cette information vous vient de Concordis en disant c'est bon pour tel fournisseur, on signe ? Ça vous arrive d'avoir ce type de... Alors ça, c'est décidé, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, par l'OPCO pour des sujets très opérationnels de suivi de négociation et par le STIRCO pour des décisions... De Concordis. De Concordis, oui. De sûr. Concordis, avec donc d'une structure... Avec 2 personnes de chacune des structures, de Carrefour, de U et de RTG pour Eureka. Donc quand vous me dites qu'en fait vous ne regardez jamais ce qui se passe du côté des services avant de valider un plan d'affaires, on peut imaginer que les 2 personnes au-dessus de vous, enfin au-dessus à Concordis, qui vont vous dire, qui vont vous donner le top départ pour un contrat, ben, eux maîtrisent à la fois ce qui se passe chez vous à Eureka et ce qui se passe à CWT. Enfin, il y a un Chinese wall entre Eureka Trading et CWT. Oui, mais ce sont les mêmes personnes, en fait. Pauline Glasiou n'a pas accès aux conditions de service de CWT. Pauline Glasiou, peut-être pas, mais en tout cas, j'allais dire à l'étage au-dessus, chez Concordis, ils sont à la fois... ils connaissent à la fois l'évolution de votre négociation et l'évolution de la négociation de CWT. Donc il y a bien un lien quelque part, même si c'est pas vous qui le faites. Il peut y avoir un lien, mais ils ont la visibilité sur les deux. Mais il n'y a pas de transmission d'informations de CWT à Eureka Trading et d'Eureka Trading à CWT. Ce sont les mêmes personnes. Monsieur Dodin et Madame Libersac sont les mêmes personnes, oui, qui à la fois
pilote pour CWT et Concordis. C'est deux structures complètement différentes, avec deux objets de négociation complètement différents. Et avec les mêmes personnes à leur tête, quand même. Avec les mêmes personnes qui peuvent donc, être qui ont l'information. Dans les deux STIRCO, qui peuvent avoir l'information. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes sur des négociations qui sont décalées, c'est-à-dire décembre à mars j'entends ça. Et janvier à décembre pour CWT. Est-ce que M. Dodin ou Mme Libersac est en mesure de vous dire à un moment donné, tiens, avec Procter & Gamble, vous pouvez signer? On est d'accord avec ce que vous avez négocié, vous pouvez signer. Est-ce que ça fait partie des choses qu'ils vous disent? Dans le cadre de Eureka Trading, oui. Oui, ils peuvent vous dire ça. Bien sûr, et donc, ce sont les mêmes personnes qui ont l'information, puisqu'ils sont à la tête de CWT. Mais je pense qu'ils ne prennent pas la décision comme ça, en disant parce que CWT... Oui, vous pensez. Moi, j'essaie de voir s'il y a des liens entre votre centrale d'achat et la centrale de service. Je suis en train de vous expliciter un lien, et le lien réside dans les personnes mêmes qui dirigent ces structures. Et donc là, vous me confirmez que ce sont bien les mêmes personnes, mais on va les recevoir, donc je vais leur poser la question. Mais donc, il existe bien un lien entre la négociation de l'achat et les services. Et ce lien, ce sont ces personnes qui pilotent les deux. Négociation, c'est deux négociations différentes entre une négociation 3net et une négociation, ça, on a bien compris. Négociation de services. D'accord. C'est bien piloté par les deux mêmes personnes à la tête de Concordis. Très bien. Très bien. Alors ensuite, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, parce que c'était très intéressant hier, l'audition d'Auchan. Alors vous allez me dire, je sais qu'ils sont pas dans votre scope, mais c'était très intéressant puisque justement il s'agissait des conditions d'achat différenciées en fonction des uns et des autres, enfin en fonction de vos mandants. Donc moi je voudrais savoir comment ça se passe en fait, comment ça se passe dans la négociation. Parce que j'ai du mal à comprendre comment un négociateur qui est rompu à la négociation, qui sait obtenir le prix le plus bas, il va obtenir le prix le plus bas pour un de vos mandants et 5 points de plus pour l'autre. Comment ça se passe? Est-ce que ça, vous pouvez me l'expliquer? Alors, je souhaite vous préciser que la première mission d'Eureka, c'est de développer le chiffre d'affaires des catégories avec un plan d'affaires qu'on co-construit avec les industriels. Nous négocions un 3 net, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rien d'autre qu'un 3 net, et on s'en arrête là. On le négocie via un améliorateur commun entre les partenaires. Donc c'est par rapport aux conditions qui préexistaient pour chacun des partenaires. Et cela permet de garantir que nous n'avons pas d'informations confidentielles de la part des partenaires. Donc on a un contrat de prestation en fait chez Eureka Trading qui nous est donné, et ça a été prévu dans le cadre de Concordis. Donc nous négocions un améliorateur commun. C'est donc une garantie pour les fournisseurs qu'il n'y a pas d'alignement. D'accord. Entre les différents... On part d'une base préexistante. J'ai bien compris. On transforme. Oui. Et puis, on négocie une variation par rapport à cette base. Je sais que c'est un peu différent de ce qui me semble avoir compris d'autres centrales. Mais nous, on part d'une base existante, on la transforme en 100, et puis, en base 100. Et puis, on négocie un améliorateur commun. D'accord. En améliorateur commun, c'est-à-dire que vous obtiendrez la même amélioration pour l'un et pour l'autre. La même variation pour l'un et pour l'autre. Et si ça n'est pas le cas? Si vous avez un fournisseur qui décide de ne pas avoir le même niveau d'amélioration pour l'un et pour l'autre, parce que c'est pas les mêmes volumes, parce que c'est pas les mêmes, c'est possible ça? Enfin, dans tous les cas, pour la campagne 2026, c'est pas le cas. On a le même améliorateur. Il peut y avoir un petit delta suivant le mix produit, soit de U, soit de Carrefour, mais il n'y a pas d'écart d'améliorateur entre U et Carrefour. Ah oui. La question, c'est de savoir si vos fournisseurs, en l'occurrence, peuvent être dans ce cas de figure. Que vous constatiez que cette année, c'est pas le cas, c'est une chose. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si chaque fournisseur peut avoir une négociation qui soit un peu différente. Ah non, mais c'est les fondements même de Concordis. Comme l'a expliqué Pauline, c'est un améliorateur commun entre U et Carrefour. D'accord. Donc, si je vous résume... On s'interrogeait sur le principe d'autonomie des contrats. Parce que là, pour le coup, si votre curseur, c'est que ce soit systématiquement la même chose, ça va effectivement à l'encontre du principe d'autonomie des contrats.
rapporteur va poursuivre. Oui, non, mais c'était ma question. C'était tout à fait ma question, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un fournisseur qui accepte une certaine réduction pour Carrefour qui représente un volume important et qui ne l'acceptera pas pour eux qui peut représenter un volume moindre. Et donc, dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous signez l'un des deux et vous ne signez pas l'autre, ou vous imposez la même évolution aux deux? Vous comprenez ma question, en fait? J'ai compris votre question. Parce que, et je vous dis ça parce que c'est vraiment Auchan qui nous a mis l'accent hier sur cet élément qui est que les conditions sont différentes de l'un à l'autre, mais par contre, il ne nous disait pas que l'évolution a été la même. Il nous disait que les conditions étaient foncièrement différentes. Mais ça, c'est son cas, il n'est pas chez vous, donc vous pouvez avoir des méthodes différentes. Donc vous, dans votre cas, il n'y a pas de contrat avec des évolutions différentes. Le principe de Concordis, celui qui a été donné dès le départ, c'est ce principe d'améliorateur commun sur des bases différentes. Puisque je vous l'ai dit, on n'a pas les conditions des mandants avant Concordis. Ils ont retravaillé cela sur une base 100 et notre objectif, tel qu'il nous a été donné par Concordis, est de négocier un améliorateur commun. Donc on part d'une base qui, a priori, n'est pas la même, ou qui l'est peut-être par coïncidence, je ne le sais pas. Et on travaille un améliorateur commun. Et c'est vraiment comme ça que nous avons fait ces négociations. Pour répondre à votre question, nous avons présenté à tous les industriels qui sont présents chez Concordis dès les premiers jours de décembre ce principe et cette façon de négocier de façon transparente, comme je viens de vous l'expliquer. On a évidemment on a travaillé, et Jean-Paul Onillon vous le disait à l'instant, on a signé nos accords pour 2026 sur cette base-là avec les 42 industriels dont on vous parlait tout à l'heure. Donc un améliorateur commun. On va regarder ça, mais le principe du droit de la concurrence, le droit de la concurrence prévoit le principe d'autonomie des contrats. La totalité de nos accords ont été transmis et sont placés sous les autorités de concurrence compétentes. Et ce principe était clairement indiqué. Donc c'est l'autorité de la concurrence en Espagne ? Non, mais d'un côté, vous avez un contrat qui est écrit pour Carrefour en Espagne, et de l'autre côté, vous avez un contrat qui est écrit en France pour U, avec le même améliorateur entre Carrefour France et U. Je vous ai dit modulo des mix de chiffre d'affaires. En aucun cas, l'alignement de conditions, vous ne pouvez pas avoir un seul fournisseur qui peut vous dire qu'il y a eu des demandes d'alignement de conditions entre U et Carrefour. Donc c'est améliorateur commun, pas d'alignement de conditions. Il y a quand même un alignement des évolutions de conditions. Dans ce que vous me dites, c'est la base. C'est les mêmes évolutions de conditions. Ça me paraît beaucoup plus sain qu'un alignement de conditions. Un alignement de conditions, c'est interdit. Okay. Mais ceci dit, vous devriez quand même négocier contrat par contrat et donc pouvoir avoir des taux différents. Puisque sinon, ça veut dire que vous imposez à vos fournisseurs le fait d'avoir le même effort pour des clients qui peuvent être tout à fait différents en termes de volume, en termes de couverture, etc. Donc là, c'est quand même, ça me semble être abusif. Mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça me questionne, moi, ce que vous me dites là. J'ai encore une autre question, si j'ai le temps. Je voudrais revenir à la question des services. Je sais que je vais voir CWT après. J'aimerais savoir si l'un et l'autre, vous avez des fonctions, donc soit à Concordis, soit à CWT. Alors, en ce qui me concerne, je suis directeur des PGC Carrefour, avec la particularité d'avoir une fonction beaucoup plus opérationnelle dans Eureka Trading. Et j'ai avec deux directeurs généraux, Pauline pour la partie Eureka et Eric Duboucher, que vous allez voir pour la partie CWT, mais je n'interviens pas, je ne fais pas de négociation CWT. D'accord. Donc vous avez sur les produits de grande consommation, sur les produits de grande consommation, vous avez une personne qui est à Eureka et une qui est à CWT. Une directrice générale sur Eureka, et je suis administrateur
sur Eureka Trading et je participe à quelques négociations sur Eureka, mais je suis l'évolution des conditions sur CWT, mais je ne participe pas aux négociations. D'accord, donc CWT. ça fait quand même beaucoup de liens. Enfin, au départ, vous me disiez qu'il n'y avait pas de lien entre Eureka et CWT. Là, tout à coup, il n'y a pas de lien sur l'information des sont les mêmes personnes. évolutions. On peut dire que vous conditions. suivez l'évolution des conditions. Donc, oui, je le suis. donc Mais quand même. Donc le lien, c'est pas un vous le faites. critère. Je vous le rappelle, c'est pas un critère pour signer un fournisseur sur Eureka Trading. J'entends. Trouver un accord sur Eureka J'entends, Trading. mais quand on disait ce qu'il y avait un lien, en fait, il y a un lien opérationnel qui maintenant est évident au vu de ce que vous me dites, puisqu'il y a effectivement dans l'exemple même de votre personne, le lien entre CWT et Eureka. Nous avons, avec Monsieur Dodin et Madame Libersac, le lien entre Concordis et CWT. Donc là, on commence à avoir de nombreux liens. En fait, tout ça, c'est la même maison, en réalité. En tous les cas, CWT appartient à 100% à Carrefour et Eureka appartient à 100% à Carrefour. Et donc, Concordis a donné mandat à Eureka pour le 3net et à CWT pour les accords de service. D'accord, avec des liens, notamment des personnes communes. Et donc, là, on en a déjà 3. Et on n'a pas regardé les 20 personnes qui travaillaient. Très bien, je vous remercie. Si vous avez une autre question, on va laisser la parole à notre collègue Evelyne Renaud-Carabédian pour une question. Moi, je voudrais récapituler un petit peu ce que vous avez dit, parce que on revient toujours à ça. C'est pas qu'on reproche quoi que ce soit, mais on essaie de comprendre l'imbrication qu'il y a. Donc, en reprenant ce que vous avez dit, vous me dites si je me suis trompée dans le raisonnement ou pas. Il y a une société qui est Concordis, qui a été constituée en 2025, dans laquelle il y a Carrefour, dans laquelle il y a un fonctionnement avec les 2 autres coopératives U, ainsi que les Allemands. Concordis donne mandat à la société Eureka de négocier avec 45 fournisseurs. Ces 45 fournisseurs ne sont exclusivement que des multinationales. Ce que vous avez dit tout à l'heure, j'aimerais bien, si vous aviez ce chiffre, si vous ne l'avez pas, vous me le communiquerez, de savoir dans ces 45 fournisseurs, il y a combien de groupes français, des groupes multinationaux français, et combien il y a de groupes internationaux qui sont installés en France. Donc, si vous aviez la répartition entre groupes français et groupes internationaux installés en France. Je voudrais finir mon raisonnement parce que sinon je vais perdre le fil de mes idées. Donc, Concordis donne mandat à Eureka de mener la négociation. Ensuite, Eureka, les fournisseurs de Eureka, qui sont les 45 multinationales, ne font pas appel, dans le cadre de ces activités-là, ne font pas appel à la société de services de Carrefour CWT. Je parle uniquement dans les relations de l'acquisition avec ces fournisseurs des produits pour les partenaires. Pourquoi toutes ces questions? Parce qu'on voit qu'il y a une société de droit belge, on a une société de droit espagnol. J'ai pas bien compris où se déroulaient les négociations avec les fournisseurs, quel est le lieu de la négociation, quelles sont les sociétés sont signées, les contrats commerciaux sont signés avec des sociétés ou de droit belge ou de droit espagnol, et comment elles s'articulent entre elles. Et le point également, s'agissant également de produits qui sont vendus sur le territoire français. Donc, quand on essaie de comprendre pour savoir quels sont les textes qui sont appliqués, comment, sans chercher quelque chose de suspicieux, c'est exclusivement pour comprendre. Alors, merci de votre question. Donc, il y a 5 fournisseurs français. Après, j'ai pas la réponse sur le nombre de sièges des multinationales qui sont en France. On va regarder. Donc, Concordis, c'est l'organe de gouvernance. Donc, le droit belge ne s'applique pas pour la signature des contrats. CWT est une entreprise qui est basée à Genève, donc droit suisse. Eureka Trading est une société qui est basée à Madrid. Donc là, pour l'ensemble des contrats Carrefour, c'est le droit espagnol qui s'applique en respectant les principes d'Egalim. Pour U, les contrats sont signés en France, et pour RTG, les contrats sont signés en Allemagne, et c'est le droit allemand qui s'applique.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Oui, Madame la sénatrice. Si, merci. Après, bon, vous l'avez compris, nous, notre réflexion, c'est de savoir comment, comme l'a dit ma collègue, une fois que les produits ont transité par ces acteurs, et une fois qu'ils se retrouvent dans les rayons des magasins français, comment ça se passe et comment on s'assure que le droit français est bien respecté. Et c'est vrai que dans des circulations comme ça de produits, c'est un petit peu compliqué, mais on le voit pour vous aussi, hein, voilà, nous garantir que pas seulement les principes d'Egalim, mais Egalim, la loi Egalim est respectée, et pas seulement les principes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame la rapporteure? Non, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y aurait des points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance que nous n'aurions pas évoqués? Je ne crois pas. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. Très bien. Je vous remercie. Merci. Merci. Je vérifiais dans toutes mes petites notes, mais non, je n'ai pas de questions complémentaires. En tout cas, merci beaucoup, Madame, Monsieur, et n'hésitez pas à nous faire passer peut-être les compléments qu'on vous a demandé, là, notamment sur la liste des fournisseurs, pour que justement on se penche sur ceux qui seraient susceptibles d'avoir au sein de leurs produits de la matière première agricole, pour rebondir sur la question de ma collègue, dans la mesure où ils ont de nombreuses usines en France et où ils s'approvisionnent aussi en matière première en France. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Merci. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.